Bonjour, 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien au cœur de l'Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine, à Issy-les-Moulineaux, où s'invente déjà la ville de demain. Au fort d'Issy, une forteresse du 19e siècle transformée en écoquartier, domotique, géothermie, réseau intelligent d'énergie. Bienvenue dans la ville du futur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin. Le 21e siècle sera celui des villes. Cette formule, on la doit à Wellington Webb, c'est l'ancien maire de Denver aux États-Unis. Alors, habitons tous en ville, mais quelle ville? Comment? À quoi ressembleront ces villes qui devront absorber d'ici 2050 plus de 70% de la population mondiale? En Île-de-France, ce seront 3 millions d'habitants supplémentaires. Alors, est-ce que ce seront des villes plus intelligentes, plus tech, plus vertes, plus solidaires aussi? C'est ce qu'on appelle les fameuses Smart Cities. Un concept qui est partout, mais ça veut dire quoi exactement? On va en parler ensemble sur ce plateau avec moi, chercheurs, ingénieurs, architectes, et ils vont m'aider ce matin à dessiner cette ville de demain. Sur ce plateau, Charlotte Bardet, bonjour et bienvenue. Vous êtes une résidente de cette ville que l'on voit derrière moi, qui s'appelle le Fort d'Issy. C'est un écoquartier en plein cœur d'Issy, les Moulineaux, pionnier dans ce qu'on appelle cette ville de demain, cette Smart City, et on a voulu vous inviter parce que on a voulu savoir ce que c'était au quotidien pour une résidence. Qu'est-ce que c'est d'habiter ici? Et on va en parler ensemble. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Carlos Moreno, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en Colombie, vous êtes arrivé en France à 20 ans, spécialiste international de la ville, intelligente et humaine, car Absolument. on va voir avec vous que la technologie ne fait pas tout et que la réflexion sur cette fameuse ville intelligente doit porter bien sûr sur la technologie, mais elle n'est pas intelligente si elle n'est pas centrée sur le citoyen et sur son bien-être. Vous allez nous expliquer comment concilier les deux. Carmen Santana, bonjour. Bonjour. Architecte, urbaniste, vous êtes chilienne, vous avez fait vos études à Paris, vous avez créé l'agence Archicubique à Barcelone, mais vous travaillez aussi beaucoup en France et en Île-de-France. Vous êtes venu jusqu'à nous aujourd'hui. Et pour vous, un peu comme pour Carlos Moreno, la ville de demain, c'est une ville qui vit, qui respire au rythme de ses habitants. Elle n'est pas intelligente si elle n'est pas humaine et centrée sur la cohésion sociale. Vous nous direz comment, en termes d'architecture, on traduit ce rêve. La consommation d'énergie, on va le voir ensemble, est au cœur de cette ville intelligente. Olivier Céleste, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable du projet Issy Grid. Alors, le grid, qu'est-ce que c'est? On va en parler ensemble. En tout cas, vous avez développé ce réseau qui permet aux habitants du fort d'Issy de suivre leur consommation d'énergie dans le but de l'économiser. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Emmanuelle Host, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, directrice générale de la CEMAEST, c'est la Société d'économie mixte de la ville de Paris, dédiée à l'aide au commerce de proximité. Vous êtes à l'initiative de testeurs de commerce et du Living Lab Costaud. Alors ça paraît un peu technique comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Vous allez nous expliquer en quoi le commerce de proximité doit être absolument pris en compte dans cette ville intelligente, dans cette ville de demain, de remettre le commerce de proximité au cœur de la ville. Et vous allez nous dire comment on fait, comment vous soutenez cela. Alors la ville de nos rêves, la ville de demain, comment vous l'imaginez, vous? Eh bien, nous sommes allés demander aux Franciliens. Écoutez leur réponse. Comment vous imaginez la ville de demain? Comment vous la voyez? Avec beaucoup d'espace vert, je vais dire. Un peu plus d'espace vert quand même, pour contrer la pollution. Plus de transport en public et plus d'espace pour les enfants. Je pense que quand il y a des espaces verts, bon, les gens sont moins tristes. La ville de demain, je la verrai avec des transports qui soient un peu plus pratiques pour tout le monde. Un peu moins de voitures. Peut-être qu'on aura des voitures autopilotes ou comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de systèmes qui seront gérés par l'intelligence artificielle. Moins de pollution. Fait qu'un peu plus de réseaux plus partout, même dans le métro. Plus de vélos. On essaie de réduire
les voitures, les véhicules, mais on ne développe pas assez les pistes cyclables. La Wi-Fi dans le métro, ça serait pas mal. Et puis des gens qui sourient, qui marchent pas le nez en regardant les chaussures. On vous force à laisser votre voiture au garage, sauf que vous attendez 12-15 minutes chaque bus. Vous avez des grèves dans les RER. Et aujourd'hui, c'est pas pratique. Ça fera bouger la ville et puis les banlieues aussi. Il n'y a pas que Paris. Et puis plus tous ces personnes qui sont couchées dans la rue, qui la nuit ont froid, voilà, qui dorment parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a rien pour les accueillir, voilà. Plus d'humanité, on va dire, que les gens fassent attention à leurs proches, voilà, à leurs voisins, voilà, qu'il n'y ait plus de complicité entre les gens. Plus de complicité entre les gens, des gens qui sourient. C'est intéressant hein, d'écouter ces réponses parce qu'évidemment, il y a le côté pratique, la circulation, et puis il y a cette humanité hein, qui revient. C'est comme ça que intuitivement, les Franciliens la rêvent, leur ville de demain. Ça provoque quoi comme réaction chez vous, l'expert hein, de cette ville de demain, qui travaillait tous les jours sur ce concept? Je suis très heureux d'écouter les témoignages des citoyens qui voient la ville comme d'abord humaine, avec des zones vertes, avec une mobilité beaucoup plus douce. Je rajouterais qu'aujourd'hui, ça devient une préoccupation essentielle dans le monde entier, et a fortiori davantage. Ouais. Dans une grande capitale comme Paris, de voir que la ville n'a aucune intelligence autre que celle de ses citoyens, et que c'est la somme des intelligences de toutes les forces, de tous les acteurs qui rendront la ville différente, plus vivable. Derrière moi, vous voyez ces immeubles qui sont extrêmement modernes, donc on pourrait penser que c'est une cité comme ça, toute bétonnée. Pas du tout. Nous sommes au Fort d'Issy, qui est un laboratoire en termes de ville de demain. C'est ce qu'on appelle un écoquartier. On va en parler avec vous, Charlotte Bardet, puisque vous habitez ici. Alors, je voudrais savoir déjà comment vous êtes arrivé ici, d'où est venue l'initiative, l'envie de venir, parce que vous étiez résidente à Paris, dans le 15e arrondissement, je crois, et puis la famille s'agrandit un petit peu. Exactement. Et puis, comment on arrive dans cette ville-là? Alors en fait, ça a été un concours de circonstances. On était dans le 15e, un petit appartement, l'arrivée du deuxième enfant, donc il fallait de toute façon qu'on double la surface. Et après, on s'est promené dans Issy-les-Moulineaux et on a craqué. Enfin, quand on est arrivé dans le fort, c'est vrai qu'on a eu une impression de quelque chose de particulier. Et on était séduits aussi par les appartements modernes. Ouais. Et c'est vrai que l'impression qu'on a eue, c'était vraiment d'arriver comme dans une station de ski, en fait. Alors, vous parlez de... C'est drôle ce parallèle que vous faites avec la station de ski. C'est vrai que, pour que les téléspectateurs se rendent bien compte, il y a comme une espèce de grande place circulaire hein, derrière moi. Ça s'étend, hein, il y a énormément de résidences, mais il y a une conciergerie, un centre de beauté, une pharmacie. Tous les commerces de proximité sont ici, avec également... Vous êtes à proximité de tout, hein, de la crèche... des écoles. Des écoles. C'est ce qui vous a plu? C'est pratique? Il y a le petit côté village qu'on ne savait pas quand on a visité, mais à l'usage qui est très agréable. Et c'est vrai qu'on a tout sous la main et très familial. Pour les enfants, c'est vraiment un cadre particulier et privilégié parce que on peut sortir sur le belvédère le soir, ils croisent leurs camarades de classe. Oui. Nous, en tant que maman, on croise d'autres mamans, donc c'est agréable aussi. Où on peut discuter. En toute sécurité aussi, j'imagine. Alors, pourquoi c'est un écoquartier? On va parler ensemble du Issy Grid, mais je voudrais d'abord savoir concrètement, qu'on se rende bien compte, est-ce que votre appartement... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu réticentes hein, au tout digital, au tout technique, où il faut... vous voyez, c'est une habitude à prendre. Est-ce que c'est compliqué? Alors, il faut paramétrer au départ. On a des guides, mais sinon, ça se fait globalement bien. Ouais. Même nos filles, elles appuient sur le bouton pour descendre les volets. Ça les amuse bien. Et elles ont 5 ans, 3 ans et 18 mois. Donc, on peut dire que c'est facile. Il n'y a jamais eu de problème de chauffage?
Pas chez nous. Pas chez Après, vous. Si vous deviez, allez, soyons les avocats du diable quand même une seconde, si on venait vous consulter en Oui. disant que peut-on améliorer dans cette ville intelligente pour en construire d'autres, vous répondriez quoi? Rien, tout va bien. Honnêtement, nous, on est très contents, donc c'est tant mieux. Non, mais tant mieux. Oui, non, c'est... Après, peut-être les transports plus proches, mais avec le Grand Paris, ça va changer. Ça va désengorger, mais autrement, on est bien. Ce qui fait de Fort-d'Issy une ville intelligente, une smart city, c'est, on l'a évoqué, la gestion de l'énergie par un réseau qui s'appelle ICIGrid. C'est une première en France. Alors je vais faire confiance aux spécialistes pour nous expliquer le plus simplement et concrètement possible ce que c'est que ce grid. Alors, quand on a fait le Fort-d'Issy, c'était notre premier écoquartier pour Bouygues Immobilier. On s'est dit, un écoquartier très bien, bon, on va partir d'une promesse que les gens auront un confort dans leur logement avec des faibles factures énergétiques. Ouais. Ça, c'est la promesse. Après, comment est-ce qu'on vérifie cette promesse? Donc, le but d'ICIGrid, c'est de pouvoir suivre la consommation énergétique de l'ensemble du fort pour vérifier que cet écoquartier est bien éco. D'accord. Et techniquement, quels sont les outils qui permettent de réguler cette énergie et de la distribuer de manière à ce qu'à l'arrivée, on fasse des économies? Alors, déjà, la première personne qui va réguler sa consommation, c'est l'habitant. Il va choisir... C'est ce que vous faites? Non. 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 Non, en fait, moi, je mets une température lambda et après, ça suit... ça suit tout seul. Voilà. Quand ça descend, et la température ça tient. chauffe. Et Voilà. Oui. La température tient bien, il n'y a pas de baisse de température. C'est ça qui est important, c'est d'avoir le bon niveau de confort. D'accord. Et après, nous, on ne veut pas savoir combien madame consomme. Ce sont ses données personnelles, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la donnée globale, anonymisée, agrégée à l'échelle du quartier, de l'ensemble du fort, pour voir combien le fort au global consomme. On n'a aucune information individuelle, on prend l'information globale, et donc ce n'est pas le logement qu'on regarde, c'est le quartier. Et faire un écoquartier, pour nous, c'est s'assurer que le quartier répond à sa promesse de moindre consommation énergétique. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous avez des chiffres qui permettent de mesurer l'ampleur, l'étendue de ces économies d'énergie aujourd'hui? Alors, ça marche très bien. On a pu... alors, on n'a aucune donnée de madame, on n'a aucune donnée individuelle, je le redis. Non, mais on a en revanche les données globales. Sur... On a les données globales. Ça marche bien parce qu'on sait maintenant que la pointe de consommation du fort, c'était un jour donné de 4 mégawatts. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va faire un écoquartier dans un climat comme celui de l'Île-de-France, avec à peu près autant de logements, on saura que le quartier aura besoin de 4 mégawatts. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos nouveaux écoquartiers en Île-de-France, systématiquement, on met un smart grid en place pour vérifier qu'on tient bien dans ces 4 mégawatts. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne le fait d'avoir moins d'armoires électriques et d'avoir plus de place pour des commerces, pour des services de proximité, etc. Le fait d'avoir un réseau d'énergie mieux dimensionné, c'est de permettre d'avoir de la place pour d'autres services. Est-ce que vous avez été du coup imité? Est-ce que c'est, on l'a dit, c'est une première en France? Est-ce que c'est un modèle qui est observé de près et qui est déjà reproduit ou prêt à être reproduit ailleurs, en Île-de-France notamment? Pour Bouygues Immobilier, dans tous nos écoquartiers en France, maintenant, on met systématiquement en place un smart grid. Ouais. Et d'autre part, on a eu le plaisir de voir que la métropole du Grand Paris a fait une grande consultation d'urbanistes et d'architectes et de promoteurs sur une cinquantaine de sites. Et beaucoup de sites lauréats ont mis en place un smart grid. Donc on a vraiment été un exemple, on est très très fiers. Dorénavant, un écoquartier en France et dans le Grand Paris en particulier doit vérifier a posteriori sa faible consommation pour vérifier la promesse de l'écoquartier. Alors, de bons résultats pour l'environnement durable, évidemment, avec un confort et une grande satisfaction. Une enquête a été faite, d'ailleurs, à propos du Fort-d'Issy, où 95% des habitants se disent extrêmement satisfaits de leur vie ici. Donc, Carlos Moreno, vous diriez que c'est un exemple où il y a des choses à redire sur le Fort-d'Issy? Je me réjouis quand, dans un lieu, dans l'écoquartier, on maîtrise l'énergie. Certes, c'est un des aspects, mais ce n'est pas pour autant que cette ville est intelligente parce qu'elle maîtrise l'énergie. C'est un élément important. D'une manière plus globale, mon combat est pour que, dans la ville qu'on appelle intelligente,
on soit capable de créer de la valeur économique, création de valeur, lutte contre le chômage, inclusion donc des personnes qui sont en situation de précarité, améliorer donc la qualité des vies, de créer de la valeur sociale, que les habitants soient liés entre eux par des associations, que les habitants donc participent à la vie des quartiers, qu'on amène également la jeunesse et qu'on s'intéresse à la solidarité intergénérationnelle avec les seniors, et 3, qu'on crée également de la valeur écologique dans un monde dans lequel la lutte pour le climat est toujours la première préoccupation. Première préoccupation. Quand vous entendez Charlotte Bardet, qui est une résidente heureuse, vous vous dites, bah, Paris gagné ici ou pas complètement? Je me dis qu'il y a encore du travail à faire. J'observe cette place, par exemple. Oui. C'est une place minérale. Vous voyez, il n'y a pas assez de verre. il n'y a pas de verre. D'accord. Donc aujourd'hui, la biodiversité, l'eau, les jardins partagés, l'agriculture urbaine, la végétalisation pour produire des circuits courts, il y a encore du travail à faire. Oui, il y a du travail à faire. On en a parlé dans 9h50 le matin, des jardins urbains, des jardins partagés. On voit bien que tout est lié. Ce concept de ville intelligente, on va rappeler quand même comment il est né. Il a été évoqué pour la première fois par Bill Clinton en 2005, l'ancien président des États-Unis, qui avait appelé Cisco, le géant des technologies informatiques, à décongestionner les grandes métropoles mondiales. Donc au départ, c'est un concept écologique, vous l'avez dit, c'est la première des préoccupations. Le concept que vous évoquez par rapport à Bill Clinton et Cisco, c'était ce qu'on appelle la Smart City technologique, qui a été un échec dans le monde entier. Et qu'est-ce qui a évolué depuis? Tous les grands projets. Et ce qui a évolué essentiellement, c'est l'implication, d'une part, par rapport à l'écologie, les combats pour le climat et le besoin de voir la ville autrement dans la manière d'habiter, de produire et de consommer. Oui. Deux, que la gouvernance des villes se rapproche des citoyens. 3, que les citoyens s'impliquent également dans la vie de la cité, dans la vie de la ville, en proposant également donc, de co-construction. Il y a 25 villes en France, selon Nexity Lab, qui développent ce qu'on appelle des services intelligents. Et sur ces 25 villes, 23 comptent moins de 250 000 habitants. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'échelle aussi. Est-ce que vous diriez que Paris est une ville intelligente? Pas vraiment. À Paris, il y a un grand projet à l'horizon, donc en 2020, Paris, ville intelligente et durable, qui implémente énormément de choses différentes, biodiversité, l'eau, l'emploi, l'éducation, la culture, la formation, l'apprentissage pour les jeunes et également des nouvelles formes de mobilité. Le Grand Paris, j'imagine que c'est ça, hein, l'horizon que vous venez d'évoquer, et puis aussi ces projets dont on a déjà parlé dans l'émission Réinventer Paris, qui sont des grands appels à projets. Vous, en tant qu'architecte urbaniste, vous applaudissez des deux mains, vous dites on va dans le bon sens à Paris, dans l'Île-de-France. Le Grand Paris, c'est la bonne direction? D'abord, il y a un processus un peu en amont quand même, qui sont les projets effectivement de Réinventer Paris, lancés par la maire Anne Hidalgo et appuyés fortement par Jean-Louis Missika, qui ont eu vraiment un regard très innovateur. Il y était temps. Il était vraiment temps que, quand même, dans la société dans laquelle nous mouvons aujourd'hui, où les citoyens sont en réseau, où les nouvelles technologies nous permettent une émergence énorme d'usages et de nouvelles propositions de faire. Et justement, on avait besoin, en fait, d'acteurs qui déstandarisent. En fait, il s'agit aujourd'hui de déstandariser. Les villes intelligentes, en fait, c'est ce que disait Carlos, l'intelligence, elle vient du politique qui gère sa ville et comment il donne la parole aux citoyens à l'intelligence collective. La co-création, un réseau, sinon, c'est très pauvre. Ouais. Alors ici, moi, je pense que c'était à un moment donné historique où on pensait que la Smart City, c'était uniquement la gestion des flux ou la meilleure gestion énergétique. Moi, j'aime bien parler d'une haute qualité environnementale sensible et sociale. C'est-à-dire que, par exemple, tous ces bâtiments-là, si juste ils avaient leur couloir illuminé naturellement, à l'échelle d'une ville, à l'échelle planétaire, vous vous rendez compte de ce que ça fait, la facture qui tombe énergétique. Comment simplement parce qu'il y a du soleil qui rentre, de la lumière. Et je pense que c'est les deux.
C'est deux vitesses qui doivent complètement fluctuer ensemble et qui, pour l'instant, ne travaillent pas ensemble. Souvent, c'est plus... Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Olivier Célès, vous avez l'impression que ça ne travaille pas ensemble, c'est-à-dire qu'il y a la technologie d'un côté et puis cette importance d'ajouter plusieurs dimensions et de travailler main dans la main. C'est comme ça que vous travaillez chez Bouygues ou pas encore assez? C'est essentiel pour nous. Si on juxtapose des couches technologiques, des objets, de la domotique, etc., ça va juste nous coûter beaucoup plus cher et on va après faire des logements beaucoup trop chers pour les Franciliens. Donc c'est en échangeant avec, d'une part, les architectes de façon plus audacieuse, en disant à l'architecte, n'hésitez pas à avoir des idées, proposez-nous des choses au-delà de ce qu'on pense, osez, et puis on va peut-être nous-mêmes se dire chiche. Et après, avec peut-être des mauvaises expériences, des expériences que vous avez tirées d'Écoquartier en disant non, là, on s'est trompé. Si on ne prend pas de risques, c'est sûr, on ne va pas progresser. Ouais. Il y aura des erreurs, c'est sûr. Le Smart Grid, justement, nous sert à vérifier a posteriori quel est le niveau réellement atteint. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un modèle en Île-de-France ou en France de ce qui est pour vous vraiment une ville intelligente? Surtout pas. Non, il n'y a pas de modèle. Non, mais surtout pas. En tout cas, dans mes travaux et mes écrits, je l'ai dit, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle des villes intelligentes. Il n'y a que des sources d'inspiration. Il n'y a que des bonnes pratiques inspirantes. À chaque fois qu'on cherche à créer un modèle... Alors, quelles sont ces sources d'inspiration? Vous qui voyagez à travers le monde, il faut regarder vers la Corée, vers la Chine, vers Singapour, vers où? Partout dans le monde. Il faut avoir l'esprit ouvert, les yeux portés vers l'avenir et être conscient de nos préoccupations principales. Chaque ville est différente. Medellín, c'est bien connu, en Amérique latine, c'est une ville extrêmement inspirante. Tokyo, la lutte contre le diesel depuis 15 ans, c'est extrêmement inspirant. Séoul, qui a, depuis 12 ans, enlevé une autoroute urbaine qui faisait 9 km, qui traversait la ville sur 10 voies et qui est devenue un parc urbain avec une rivière, ça, c'est des sources d'inspiration. Des sources d'inspiration. Barcelone, qui est une ville qui a créé l'urbanisme également, le mot urbanisme, est une source d'inspiration. Mais surtout, il ne faut pas chercher de modèle. Il ne faut pas de modèle. La ville, ce n'est pas du copier-coller. Il n'y a pas de copier-coller. Je vous ai vu réagir parce que vous êtes... Sur la Corée, parce que tout à l'heure, vous avez dit où sont les exemples de la Corée. Mais moi, ce que je trouve incroyable à Paris, c'est que, par exemple, on a récemment la Corée et Taïwan aussi qui sont venus nous voir en disant « Mais comment vous faites à Paris pour garder des librairies, pour garder des artisans ?» Et justement, tout ce travail qui est fait par la ville pour maintenir ces lieux de vie, ces lieux de rencontre, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. En fait, il y a une telle créativité chez les Parisiens, parmi les porteurs de projets, que ça se passe chez nous. Ouais. Oui, tout à fait. C'est bien que tu le dises, Emmanuel, parce que souvent on pense ah oui, mais ça se passe ailleurs. Non. Nous, par exemple, qui travaillons aussi en Espagne, là, ça fait au moins 7 ans qu'on travaille exclusivement, pratiquement en France. Parce que c'est ici où on peut mettre en place des projets qui sont très innovateurs. Et c'est ce que tu disais aussi, Carlos, c'est des petites... des essais qui s'ajoutent les uns aux autres, que chacun travaille sur une question, l'autre sur l'autre. Et la somme de tout ça va faire des quartiers très intéressants. Eh ben, c'est intéressant de voir que la France... Bon, souvent, on a tendance sur plein de sujets à dire que la France est à la traîne ou qu'elle regarde... Eh bien là, en l'occurrence, sur ce sujet, c'est le contraire. On va voir aussi en termes de mobilité, de transport. C'est extrêmement important comment ça se traduit. Je voudrais... Avant cela, remercier Charlotte Bardet qui va devoir nous quitter. Mais merci d'être venue en voisine, tout simplement. Vous n'êtes pas très loin, vous allez rentrer à pied. Dans un instant, Benoît Perrin va nous rejoindre sur le plateau. Il est directeur des opérations de la start-up EasyMile. Vous avez peut-être vu en circulation ces fameuses navettes autonomes. Préparez-vous, habituez-vous, car d'ici 2035, 15% de ces véhicules neufs seront entièrement automatisé. Et oui, une ville intelligente ne l'est pas sans transport intelligent. Reportage Florent Carrière et Nedim Lankarevitch. La ville de Paris et sa petite couronne vont-elles connaître à leur tour l'arrivée du péage urbain? D'ici quelques dizaines d'années, cet adjoint au maire de Paris l'envisage. Mais rassurez-vous, rien à voir avec ce qui se pratique aujourd'hui, par exemple à Londres. Une des grandes transformations que les villes vont connaître, c'est les véhicules autonomes, c'est-à-dire les voitures robots, les voitures sans conducteur. Et chacun considère que ces voitures sans conducteur, elles ne vont pas stationner.
aujourd'hui la contribution des automobilistes se fait par le stationnement payant, il va falloir réfléchir à d'autres formes, c'est-à-dire à horizon de 20 ans ou 30 ans, eh bien, le péage urbain aura remplacé le stationnement payant. Sans conducteur, la voiture autonome va révolutionner nos mobilités en ville notamment. Pour l'utilisateur, plus besoin de chercher une place de stationnement. Il passera commande via des plateformes comme pour les taxis aujourd'hui. Dans le futur, on peut imaginer, par exemple, je suis chez moi, je suis à la Villette, je veux me rendre sur les quais de Seine, j'ai plusieurs opportunités. Soit j'appelle une navette autonome, la navette autonome va scanner les gens aux alentours qui veulent aussi faire le même itinéraire. Sinon, je peux dire non, je veux être tout seul, je veux travailler, je veux passer des coups de téléphone. Là, ils me mettent à disposition une voiture autonome qui vient tout seul, je suis tranquille dedans et je peux aller jusqu'à ma destination. Des voitures ou minibus identifiés, géolocalisés, qui pourront s'acquitter électroniquement de leur droit de passage en ville. Mais qu'en sera-t-il de nos véhicules personnels ? Les véhicules autonomes feront qu'être propriétaire de son véhicule n'aura plus beaucoup de sens, parce que vous aurez des solutions de mobilité à votre convenance dans tous les cas de figure, y compris pour partir en vacances. Les technologies sont aujourd'hui prêtes, reste à adapter la ville et la législation. On estime qu'en 2030, une personne sur deux utilisera un transport autonome pour son trajet quotidien. Alors ça se conduit tout seul, des navettes autonomes, individuelles, collectives, des péages urbains, plus de stationnement. On a l'impression comme ça, de temps en temps, d'être un peu dans le 5e élément, d'être dans ce film de Luc Besson, d'être dans la science-fiction. Et non, en fait, on y est déjà. Benoît Perrin, bonjour. Merci Bonjour. de nous avoir rejoints sur ce plateau pour nous parler de ces nouvelles solutions de mobilité, parce que c'est au cœur de cette ville intelligente, on le sait. Vous êtes chef des opérations de la start-up EasyMile, à l'origine de ces navettes autonomes. Elles sont testées, alors elles sont en test un peu partout dans le monde, mais là, elles ont été testées à Paris. Oui, tout à fait. Quel est le premier bilan de ces tests? Alors, le premier test à Paris a eu lieu il y a un an à peu près, Oui. sur le pont Charles de Gaulle, entre la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz. Depuis, on continue à faire des progrès de façon assez rapide. Donc aujourd'hui, on est en phase de pré-commercialisation. Je pense que des vrais services commerciaux vont commencer en 2018. On vient de lancer un projet à Vincennes, entre le château de Vincennes et le parc floral, avec la RATP, qui est vraiment un premier projet de service commercial sur le long terme. Alors, ce qu'il faut comprendre, parce qu'on le voit bien, c'est des petites capacités, c'est des petites navettes où il y a quoi, une douzaine de personnes? Entre 12 et 15 personnes. Oui. Entre 12 et 15 personnes. Ce n'est pas voué à remplacer les transports en commun, c'est en complément. En complément, absolument. C'est vraiment un mode de transport qui vient apporter plus de mobilité, plus de transport, qui permettent par exemple d'amener les gens près de la station de métro. Donc ils n'ont plus à prendre leur voiture, plus à aller prendre leur voiture le matin et s'encombrer dans les bouchons, ou même aller trouver une place de parking pour aller vers le métro. On amène les gens de chez eux au métro. Oui, c'est ce qu'on appelle la fameuse la problématique du premier et du dernier kilomètre. C'est-à-dire que notre problème à nous, c'est d'aller, pour rester très concret, c'est d'aller de chez nous à la station de métro ou des RER ou de bus, et puis à l'arrivée de rejoindre le bureau. Et ce qui explique qu'on est encore beaucoup trop nombreux à utiliser notre voiture. Ces solutions-là, elles doivent désengorger, elles doivent permettre de faire ces petits déplacements? Tous ces petits déplacements qui aujourd'hui on utilise aujourd'hui, soit on ne peut pas les faire, soit on est en voiture, d'enlever la voiture du coup de ces déplacements. On est sur une mobilité qui est 100% électrique, donc qui est propre et qui du coup fait du porte-à-porte, ou bien pour desservir des quartiers comme celui où on est aujourd'hui, donc en proximité pour aller faire nos courses, quand on a 500 mètres à faire, pour les personnes qui ont une mobilité réduite ou les personnes un peu âgées, dépendantes. C'est une forme de mobilité qui est parfaitement adaptée. Mais vous l'avez fait dans des zones qui étaient entre guillemets un peu sécurisées, un peu calmes. On a du mal, nous, en tant que citoyens, en tant qu'habitants des villes, de se dire au milieu des scooters, des vélos, des bus, des piétons, qu'est-ce que ça va donner? Ça fait un peu peur de monter dans une navette où il n'y a aucun être humain pour maîtriser tout ça. Alors, on travaille beaucoup sur la sécurité. On fait ça en coopération avec les services de l'État, avec les exploitants, pour que tout se fasse de façon absolument sécurisée
sécurisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos navettes ne sont pas des navettes qu'on va utiliser demain matin partout, y compris sur la place Charles de Gaulle. Ça va commencer sur des cas d'usage relativement simples, sur des trafics qui sont assez... Aujourd'hui, nos vitesses, c'est à peu près 15 à 20 km/h, 25 km/h au maximum. Cette question de la mobilité, elle est liée à la question des commerces. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, dans les années 70, 80, 90, la multiplication des grands centres commerciaux et on sait bien qu'il n'y a pas d'autre moyen d'y aller qu'en voiture et de remplir son coffre dans ces centres commerciaux. Et puis, aujourd'hui, on constate cette envie du retour du commerce pas loin. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus obligé de prendre sa voiture aussi. Pour ça, et parce qu'il y a aussi probablement un besoin de consommer autrement et de retrouver ce lien au quotidien avec des personnes qu'on va connaître et qui, même sans le savoir, vont rendre des petits services et rendre la vie plus agréable. À Paris, il y a un vrai renouveau de ce commerce. Un renouveau de ce commerce. On va y revenir, mais je voudrais savoir comment on pense justement cette ville avec votre expertise en tant qu'architecte. Comment on pense aujourd'hui, si vous deviez construire une ville, je sais, ou un quartier ex nihilo, comment vous pensez cette ville intelligente de demain? Alors, Charlotte, la ville intelligence de demain, elle est en train de se passer déjà. On parlait tout à l'heure du processus. C'est hyper important aujourd'hui, le processus. Et même si on se trompe, on essaie de minimiser évidemment les erreurs, mais on essaie, il faut... Vous diriez qu'il y a un immense labo comme ça, à ciel ouvert aujourd'hui en Ile-de-France? Mais oui, absolument. Et c'est des exemples complets. Par exemple, j'en sais rien, moi. On parlait du verre comme infrastructure. Oui, certes. Oui. On parle aussi, et on n'a pas parlé encore, le vecteur temps. Il faut absolument pouvoir prévoir. Vous en parlez tout à l'heure, en commençant l'émission, la densification de nos villes. Oui. Regardez comment c'est compliqué aujourd'hui monter 2 étages de plus à Paris. Le coût, le surcoût que ça a. Jusqu'à il y a 15 ans, on urbanisait par des séquences la ville fragmentée, c'est-à-dire ici l'activité, là le logement et là les bureaux. Aujourd'hui, on mixe. Maintenant, on mixe. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, mais s'il y a 15 ans, on avait déjà équipé tous ces hangars là. Oui, les centres commerciaux. Et si on pouvait les construire par-dessus, ça serait tellement plus facile. Bah maintenant, c'est ce qui se passe. On a fait une émission sur l'agriculture urbaine. On a vu qu'il y avait des enseignes d'alimentation, des gros groupes, mais qui mettent des potagers sur leur toit. Oui, mais... Donc, il y a des espaces de coworking aussi. Est-ce que tout ça, c'est les pistes? Oui, il faut très sérieusement qu'on s'intéresse de près au sous-sol. Oui. Et à la pensée verticale de comment on grandit. Et je ne dis pas pour faire des tours. Mais ça, d'ici demain, il va falloir qu'on mette 4 ou 5 étages de plus si on veut préserver ce sol vert dont je parle depuis le début. On monte, pourquoi? Pour éviter de grignoter de la terre. Absolument. Il y a un département, l'équivalent d'un département français qui disparaît sous le béton tous les 7 ans. C'est terrible. C'est un département tous les 7 ans et on sait que ce sont des terres qui sont mortes à tout jamais, une fois qu'elles sont bétonnées. Donc ça veut dire qu'on va revenir à une verticalité. Est-ce que le francilien est prêt à cette verticalité comme à New York, par exemple? Alors justement, si on a soit l'infrastructure, enfin, le vert, le paysage, la pleine terre, comme une infrastructure réellement pour créer la ville, c'est-à-dire je pars du vert et de mon vert, je vais faire et les garages et les machins. Alors ça va fonctionner. Ça fonctionnera parce que les arbres, la nature nous permet d'absorber et d'avoir une densité beaucoup moins ressentie. Et c'est en train de se passer dans plusieurs exemples à des échelles très différentes. Alors des exemples, parlons-en. On a des images de vos projets. Comment vous concrètement ça donne quoi? Ça donne des terrasses, ça donne des jardins suspendus, ça donne Comment vous fonctionnez? Ça donne, comment vous dire, des séquences. Par exemple, la ZAC Rouget de Lille, qui reçoit demain la labellisation écoquartier, elle travaille sur vraiment étirer un parc, le parc départemental. Là, on a des images, là. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la ZAC Rouget de Lille. Oui. On a étiré le parc des Lilas. Regardez, vous avez un parc de 260 hectares. Oui. Et une topographie très importante. Et voilà ces séquences de le vert et la construit, le vert et le construit. Et on s'assied sur l'espace public aussi. Et ensemble, ils font une vraie manière de fomenter la diversité, le social. C'est un travail qu'on fait ensemble avec tout le monde d'ailleurs. Comment on construit moins cher? Donc, on sort les infrastructures, on travaille avec les élus. C'est là où c'est très important d'avoir des politiques qui sont intelligents et qui permettent de décloisonner et d'aller plus loin, de déstandariser sur nos manières de faire. Parce que sinon, c'est impossible. On a fait d'autres émissions sur l'urbanité et on entendait des architectes nous dire qu'on avait séparé les gens pendant 30 ans. On a séparé les populations, les retraités, les jeunes, les minorités aussi, ethniques et sociales. Aujourd'hui, vous diriez que cette ville intelligente, c'est une ville qui
remélange, qui remixe? Par définition, il ne peut pas y avoir la moindre discussion sur l'intelligence urbaine ou l'intelligence d'une ville si on ne s'intéresse pas à cette notion qu'on appelle l'interdépendance, lutter contre les silos. C'est l'essence même de la complexité, tisser ensemble. La ville, c'est avant tout tisser ensemble. Et tisser ensemble, ça signifie qu'on doit se réapproprier des fonctions essentielles de la ville. C'est loger, travailler, se déplacer, se soigner, accéder à la culture et avoir des loisirs. Et il faut avoir une nouvelle vision, avec une nouvelle vision du temps pour les citoyens. Ce que l'on appelle les chrono-urbanismes. J'appelle ça la ville du quart d'heure. Comment à un quart d'heure de chez soi, on accède aux services essentiels, en considérant qu'au cœur, c'est l'homme, et l'homme vit dans un environnement dans lequel la biodiversité n'est pas une option, ça fait partie de sa vie par l'essentiel. Et cette ville des quarts d'heure est maillée à l'échelle d'une grande métropole, justement parce qu'on n'est pas cloisonné. Moi, je suis contre les ghettos technologiques, même s'il y a beaucoup de domotique et beaucoup de réalisations. Je suis pour décloisonner la ville et, j'ai fini là-dessus, c'est important pour moi, dans la notion de la réappropriation de l'espace. Tous les espaces publics aujourd'hui doivent être au cœur de nouvelles manières de créer des liens sociaux, de la mixité et du brassage des habitants. Couleur, genre, âge, classe sociale, capacité intellectuelle. Et on l'a dit, Emmanuel Hauss, l'économie de proximité, c'est essentiel pour ce lien social. Je voudrais que vous nous expliquiez comment, à la tête de la CEMAES, qui est une société d'économie mixte, vous vous battez pour défendre ce commerce de proximité, les fameux testeurs de commerce. Comment ça marche? Comment vous les défendez? Alors déjà, une société d'économie mixte, ça veut dire que c'est une société qui va porter, où l'actionnaire est public, en l'occurrence c'est la ville de Paris. Donc on porte une politique voulue par la ville, qui est donc de préserver ce tissu qui fait la ville. C'est-à-dire en fait une ville sans commerce, c'est une ville morte. Oui. Donc nous, on a mis en place des initiatives. Bien sûr, on réinstalle et on installe du commerce de proximité en utilisant le foncier, c'est-à-dire de manière très concrète. C'est un soutien concret, là. Mais on se rend compte aussi, évidemment, que le commerce et l'artisanat, d'ailleurs, parce qu'on travaille beaucoup dessus, sont aussi traversés par la transformation numérique. Et donc la question que tout le monde est confronté, enfin toutes les économies sont confrontées à ce besoin de se transformer, c'est comment, par exemple, face à Amazon, on fait pour garder ce commerce qui est indispensable. Alors, il y en a plusieurs des géants comme ça d'Internet, des grandes plateformes, on ne va pas les citer, mais bon, tout le monde sait de quoi on parle, où il suffit d'un clic pour commander partout dans le monde. Voilà, et c'est vrai qu'il y a un côté pratique, parce qu'on ne bouge plus de chez soi. Mais vous avez décidé, pour résumer, de réconcilier les deux, c'est-à-dire il n'y a pas le numérique d'un côté avec les grands géants et le petit épicier en train de mourir ou qu'on subventionne mais qui va finir par mourir. On peut utiliser ces outils. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors, le testeur, par exemple, on a deux programmes. Et encore une fois, on sait beaucoup, on expérimente et parfois on se trompe et on recommence. Donc, le premier programme qu'on a mis en place s'appelle COSTO, pour Connected Stores, avec donc, un petit jeu de mots. L'idée, c'est de se faire se rencontrer. Comment on fait se rencontrer cette économie de proximité et l'économie d'innovation? Et nous, comme on est justement un acteur public, on s'est dit, on va faire l'interface, le tiers de confiance. On est un peu le mythique de cette nouvelle économie de proximité. C'est-à-dire on favorise la rencontre et puis après, ça marche ou ça marche pas. Donc ça veut dire que pour un libraire, pour prendre un exemple, vous allez lui fournir, l'aider à développer une meilleure communication sur les réseaux sociaux, à mettre en place une boutique en ligne pour que nous, avec des clics, au lieu d'aller vers les grands géants, on aille vers notre libraire. C'est ça le résultat? Non, j'ai des exemples concrets, mais en fait, on va pas nous dire voilà ce dont vous avez besoin. On va plutôt s'intéresser aux besoins qu'ont les commerces. Et par exemple, sur la question de l'artisanat, on a
on avait des artisans qui étaient en grande difficulté parce qu'une fois que pendant sa journée, il a fait son travail, il s'est occupé de sa compta, de sa logistique, en gros, la connaissance numérique, elle va être compliquée à acquérir. Et donc, nous, on a présenté, on a mis en valeur des plateformes dédiées à l'artisanat qui ont permis à des artisans qui étaient en train de vraiment de se casser la figure, de trouver des nouveaux clients et donc une nouvelle vie. On ne va pas imposer, mais costaud, c'est pour ça qu'on dit que c'est un living lab, parce que c'est un laboratoire vivant, c'est-à-dire que c'est partout dans Paris des tas d'expérimentations. Il y en a qui ne marchent pas et il y en a qui marchent très bien. Alors, juste un exemple rapidement de quelque chose qui marche, qui est porteur. Alors, et qu'on pourrait reproduire. Alors, en l'occurrence, je trouve que l'artisanat qui était particulièrement en danger, en crise à Paris, on voit face à ces géants que je ne citerai pas, mais de l'aménagement intérieur, on se dit en gros comment on fait pour avoir une bibliothèque à soi qui ne soit pas la même que tous les autres. Ouais. C'est là d'ailleurs qu'on voit qu'on touche à la singularité de chacun. Et au choix aussi, il y a une liberté. Parce que quand il n'y a plus le choix, on va tous au même endroit parce que... Voire même, on peut même aller plus loin, on touche même à la transmission. C'est-à-dire on va transmettre un bien unique, on ne va pas transmettre l'armoire qui est la même que... Voilà, partout. Et donc, à l'identité même. Oui. C'est pour ça que l'identité d'une ville, c'est pour ça que l'artisanat, c'est aussi important que le commerce. Je le ramène toujours parce que on voit bien que c'est l'identité de territoire. Et donc, ces plateformes, par exemple, qu'on connaît par cœur, en l'occurrence, si vous avez envie d'une bibliothèque qui soit la vôtre, vous pouvez vous adresser à cette plateforme qui, elle, va nous mettre se met en relation, c'est-à-dire vous facilite le travail en identifiant des artisans locaux, en faisant pour vous les devis, et donc va vous aider à accéder à ce côté unique. Qui est là, et qui est là, qui est présent, qui existe. Qui est là, et dont on a tous tellement besoin. Besoin à force et envie. De s'habiller pareil, de manger pareil, de consommer pareil. Tout à fait. Et du coup, pardon, je continue. Donc ça, c'est un programme qu'on a, donc costaud, où en fait on a plein de startups qui sont à disposition de nos commerçants pour ensemble forger vraiment cette nouvelle économie de proximité. Souhait. Et le deuxième programme qu'on a et où on voit du coup émerger ce commerce de demain, qui à mon avis est très, très porteur et très français. Enfin, quand vous disiez aller chercher ailleurs, non, c'est là, c'est vraiment là. On arrive au terme de cette émission. J'ai envie de vous demander, avant de vous dire au revoir, vous vivez où et est-ce que vous y êtes heureux ? Moi, je vis en banlieue parisienne, ouest. Oui, je suis. Justement, c'est l'avantage de ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un petit village finalement. On a les commerçants qui sont à 150 mètres de chez nous, et finalement, c'est ça qu'on apprécie. Avec, je dois dire aussi, des transports collectifs qui sont vraiment pas loin. Donc, on a un peu les avantages de la banlieue, tout en étant tout près de Paris. Carlos Moreno. Alors moi, j'habite à Paris, mais je suis dans le monde entier par mon activité professionnelle en permanence, donc pratiquement toutes les semaines. C'est pas mal d'être mobile. Voilà. Mais c'est un grand bonheur d'habiter à Paris et d'être dans une ville à la pointe dans la lutte pour le changement climatique. Et je l'ai dit une fois de plus, c'est le combat essentiel de nos villes aujourd'hui. Et quand je suis à Paris, je suis fier d'être parisien. Vous aussi, vous êtes nomade. Moi, je suis nomade aussi et j'ai la grande chance d'être à moitié une patte sur Barcelone, une autre sur Paris. C'est un luxe et tout le territoire, le Grand Paris. Puisqu'on travaille beaucoup avec les Premières Couronnes qui, depuis longtemps, innovent. Et vous avez choisi ici, vous ? Non, je vis à Paris, dans le 11e arrondissement. Je suis très heureux que le CEMA-Est fasse un tissu commerçant très varié. En revanche, ce qui me manque, ce que pourrait m'apporter la Smart City, c'est des lieux d'échange qui facilitent les échanges. Quand on travaille toute la journée, qu'on rentre tard le soir, on ne va pas spontanément voir ses voisins. Au Fort d'Issy, les gens ont un forum en ligne qui leur facilite le fait d'ensuite se voir en vrai, dans les commerces en particulier. Et c'est ça qui manque peut-être. Et vous ? Moi, j'habite dans le 19e, mais je pense que je ne pourrais pas vivre sans mixité. Sans mixité sociologique, sociale. Sinon, je trouve que la ville et la vie s'appauvrissent. Merci en tout cas d'être venu ici au Fort d'Issy, nous parler de cette ville, d'une meilleure ville, d'une ville où l'on serait
plus heureux. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission préparée par Caroline Simolaï. 9h50 le matin, vous le savez, c'est tous les jours. Et c'est sur France 3 Paris, Île-de-France. Je vous souhaite une très très belle journée.